appartenons tous les deux à l'équipe des Dessous de la Santé, chaîne YouTube qui s'intéresse particulièrement aux inégalités sociales en santé. En cette période de crise sanitaire, on a décidé de lancer un stream Pause Virale presque chaque jour de 19h à 20h. Donc là, on commence un petit peu plus tard, désolé. On a eu quelques petites contraintes techniques. Donc chaque jour, nous explorons un thème ensemble et l'épisode d'aujourd'hui est intitulé Continuité pédagogique, point d'interrogation, continuité luthologique. Habile petit jeu de mots que je dois à une linguiste que je salue, si elle m'écoute. Il sera question de santé des personnels éducatifs pendant et hors temps de crise, d'inégalités scolaires, de santé mentale des enseignants, élèves, parents, et bien sûr de continuité pédagogique. Ça et bien d'autres choses, et nous en discuterons avec Franck Lacrampe, représentant en CHSCT. Donc le CHSCT, Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Donc voilà, et Jean-Luc Antonucci, enseignant-chercheur. Donc vous appartenez tous deux à la FERC CGT et vous êtes également membre de l'Observatoire fédéral des conditions de travail. Mais avant d'entamer la discussion avec vous deux, on va faire une petite revue de presse, comme d'habitude. Et alors je voulais évoquer deux choses. Tout d'abord, une initiative très importante qui doit être soutenue. Donc qui s'appelle Autodéfense scolaire en temps de confinement. Donc je vous invite à suivre la page des brigades de solidarité populaire donc, sur Facebook. On vous mettra les liens après sur la chaîne des Dessous de la Santé, sur Facebook pareil. Donc, c'est la mise en place d'une brigade d'éducation populaire pour aider les enfants dans le suivi pédagogique. Un certain nombre de volontaires des métiers de l'éducation et de l'animation sont prêts à donner quelques heures de leur temps via téléphone, Skype, pour aider des enfants dont les parents ne parlent pas le français ou n'ont pas les notions pédagogiques abordées par les professeurs et dont les parents sont encore en première ligne au travail face au virus, les enfants qui vivent en foyer ou en squat. Donc pour soutenir cette initiative qui est très importante, il faut écrire à l'adresse mail suivante. Pareil, on mettra les liens de toute façon sur la page Facebook des Dessous de la Santé, c'est Brigade Populaire, tout attaché, B majuscule, du 6 idf@protonmail.com. Donc n'hésitez pas à vous proposer soit en volontaire ou alors à écrire à cette adresse mail si vous avez besoin d'aide de ce point de vue-là. Deuxième chose pour la revue de presse, donc on vous fait régulièrement des mises à jour sur le travail énorme qu'effectue l'Observatoire pour la transparence dans les politiques de médicaments. L'Observatoire alerte en effet sur la diminution inquiétante des stocks de certains médicaments essentiels à la prise en charge et à la survie des personnes en réanimation. Donc ça, c'est ce dont je voulais vous parler. Une petite mise à jour cependant, puisqu'il y a une coalition inédite composée d'ACT-UP, Adélico et des collectifs interhôpitaux et interurgences, du CNI, Coordination nationale infirmière, et de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, qui saisit aujourd'hui le Conseil d'État pour demander, au nom du droit à la dignité humaine, des réquisitions nécessaires face à la pénurie de matériel et de médicaments. Voilà, donc on vous recommande de regarder le communiqué à ce sujet sur Mediapart. Pareil, on vous mettra les liens. Voilà pour la revue de presse. Maintenant, on peut commencer l'échange. Donc, est-ce que vous pourriez vous présenter, peut-être Franck et ensuite Jean-Luc, est-ce que vous pourriez vous présenter comme vous le souhaitez? Ploum ploum, qui c'est qui commence? Allez, Jean-Luc, vas-y. Bien, bonjour, je suis donc Jean-Luc Antonucci, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, syndicaliste CGT. À ce titre, je suis mandaté au CHSCT de mon établissement et comme vous l'avez dit tout à l'heure, je participe à l'Observatoire fédéral des conditions de travail de la FERC CGT. Merci. Alors, bonjour, donc Franck Lacrampe. Alors pour ma part, je suis enseignant dans le secondaire, voilà, dans un lycée du bassin d'Aurillac, dans le Cantal. Je suis aussi syndicaliste CGT et de manière un peu parallèle à Jean-Luc, je suis membre du CHSCT de l'Éducation nationale pour le département du Cantal et je suis aussi membre de l'OFCT, l'Observatoire fédéral des conditions de travail. Alors, pour les questions, je vais peut-être commencer par Franck et puis après, j'aurai des questions pour Jean-Luc. Est-ce que Franck, tu pourrais peut-être nous faire un tour du paysage syndical français s'agissant de l'éducation, de présenter un petit peu la FERC pour ceux qui ne connaissent pas, et voilà, de faire un état des lieux s'agissant des syndicats. D'accord.
Alors peut-être vous voulez que je parle surtout de l'action syndicale que je mène, on va dire, sur Ouais. le terrain, hein, en Oui, s'il particulier. vous plaît. Hein, voilà. Donc là, comme vous le disiez tout à l'heure, vous l'annonciez, bon, nous, notre travail syndical, c'est un travail bon, qui est très enraciné dans la réalité du travail de nos collègues. Et une des portes d'entrée, on va dire, pour mener nos luttes, c'est effectivement toute la question de la santé au travail, qui est une question qui est particulièrement, on va dire, cruciale aujourd'hui, puisque effectivement les personnels de l'éducation nationale, voilà, de manière un petit peu récente, disons que ça devient visible depuis assez peu de temps, sont effectivement dans des difficultés, on va dire, sanitaires, bon, qui parfois peuvent prendre des tours dramatiques, hein, puisque effectivement l'année scolaire avait commencé avec une vague de suicides qui s'est pas arrêtée, qui a été un peu moins médiatisée par la suite, mais qui l'avait été effectivement avec le suicide de Christine Renon, qui est une institutrice qui exerçait, je crois, dans le 93. Et voilà, donc c'est, on va dire, le quotidien syndical, c'est essentiellement effectivement de se bagarrer pour faire appliquer, on va dire, le droit à la santé, qui, comment dire, se trouve transgressé par un phénomène qui est de plus en plus massif, c'est-à-dire le défaut de moyens du travail. Voilà, qui va se traduire dans le quotidien professionnel de nos collègues, surtout par le phénomène des classes surchargées. Et ça, c'est un des effets, effectivement, des différentes réformes qui se sont, on va dire, goupillées depuis plusieurs années. La dernière en date étant la réforme Blanquer. Voilà, donc la situation, elle est très difficile. C'est ce qui fait qu'effectivement, les CHSCT sont des instances qui ont toute leur importance actuellement, même si effectivement, étant donné qu'elles sont importantes, elles sont pas faciles à faire fonctionner parce que il y a énormément on va dire, d'entraves de la part de notre employeur. Et effectivement, c'est très difficile de faire respecter le droit à la santé parce que dès qu'on touche effectivement à ce droit et dès qu'on demande son application, on va toucher aux questions de moyens. Et on sait que ces questions sont effectivement des questions très tendues actuellement, avec des budgets publics qui sont à la baisse, ce qui se traduit par des dégradations en termes de conditions de travail, et puis par évidemment de la souffrance au travail qui devient particulièrement massive. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez, j'en ai parlé très très rapidement, mais est-ce que vous pourriez nous présenter du coup ce que c'est qu'un CHSCT, nous dire est-ce qu'il y en a un du coup pour chaque établissement, comment est-ce que ça fonctionne en termes d'organisation? Donc ça c'est la première question. La deuxième question que j'aurais, c'est qu'on parle beaucoup en ce moment, et à juste titre, des réformes successives qui ont privé les moyens les hôpitaux des moyens suffisants. Est-ce qu'il y a possibilité de faire un parallèle entre la baisse de moyens des hôpitaux et la baisse de moyens alloués aux écoles? Est-ce que, déjà rien qu'en termes temporels, est-ce que c'est comparable? Et est-ce qu'il y a un parallèle qui peut être fait? Voilà les deux questions que j'aurais pour le moment. D'accord. Alors, les CHSCT, donc c'est un acronyme qui signifie Comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Alors, dans l'éducation nationale, les CHSCT sont organisés selon 3 étages territoriaux. Il y a un CHSCT ministériel qui va discuter normalement, qui devrait discuter des réformes qui vont s'appliquer partout en France. Ensuite, vous avez une autre échelle qui est le CHSCT académique, voilà, donc qui va généralement s'occuper des questions de santé au travail au niveau des lycées. Et ensuite, vous avez les CHSCT départementaux. Ah, excusez-moi. Les CHSCT départementaux qui vont s'occuper, alors là, des questions de santé au travail au niveau des collèges et des écoles. Voilà, donc ça, c'est pour l'organisation des CHSCT. Alors la fonction, on va dire, très générale d'un CHSCT, c'est d'exercer une sorte de surveillance sur, on va dire, le fait que l'employeur respecte ses obligations en matière de santé au travail. Voilà, on est là pour veiller à ce que effectivement notre employeur applique le droit auquel effectivement il est soumis, puisque effectivement en matière de santé au travail, tout employeur en France et même en Europe, parce que c'est une directive européenne qui détermine ça, a des obligations de résultats et de moyens.
Voilà. Et nous, on est là pour contrôler effectivement si effectivement ils respectent toutes ces obligations dans ces matières. Donc voilà, ça c'est une présentation très générale des CHSCT et de leur fonction. Après, sur le parallèle avec l'hôpital, moi je serais effectivement très partisan de faire un parallèle entre l'éducation nationale et l'hôpital. Alors, on sait ce qui se passe à l'hôpital depuis au moins une année, puisque les questions de moyens ont été mises en avant par de nombreuses luttes un peu partout dans les milieux hospitaliers. Et on ne peut pas dire qu'effectivement le gouvernement n'était pas prévenu, on va dire, des difficultés qui existaient déjà avant la crise du coronavirus et qui se trouvent encore plus manifestes et frappantes une fois que cette crise est intervenue. Alors, je pense qu'il y a matière à faire un parallèle effectivement entre l'éducation nationale et la santé publique. D'abord parce que c'est effectivement des missions d'État et qu'elles sont toutes les deux soumises aux mêmes impératifs budgétaires. Et ensuite, parce que il me semble qu'il y a un effet immédiat de ces difficultés, on va dire, liées aux carences et aux dégradations de moyens, c'est effectivement le phénomène de la souffrance au travail. Puisque tout comme dans l'hôpital, on voit que effectivement les personnels hospitaliers souffrent et développent même des pathologies et font des accidents de travail aussi, parce qu'ils ont du mal à faire effectivement correctement leur travail du fait que leur employeur ne leur fournit pas ces moyens du travail. Là, vous avez la situation exactement parallèle dans l'éducation nationale. Alors, comme je vous le disais, c'est une situation qui était encore discrète, on va dire, il y a quelques mois et qui est devenue très ostensible depuis le mois de septembre. Mais je pense que de plus en plus, on va avoir dans les territoires, dans les lycées, dans les collèges, des mouvements un peu similaires à ceux qui se sont développés à l'hôpital pour revendiquer effectivement des moyens pour travailler qui soient à la hauteur des missions qu'on nous demande d'accomplir. Sans quoi, effectivement, la santé des personnels va se dégrader à très grande vitesse, ce qui est déjà le cas. Et alors, moi j'aurais une question, alors du coup, pour vous, et puis après également pour Jean-Luc Antonucci, puisque là on a deux regards. On a un regard sur les personnels de l'éducation nationale avec vous et un regard sur les universités avec Jean-Luc Antonucci. Dans ce contexte de crise sanitaire, quelles sont les consignes qui ont été données au personnel de l'éducation nationale? Est-ce que vous avez la sensation d'avoir été préparé pour la situation exceptionnelle que l'on vit actuellement? Comment est-ce que ça se gère? Voilà, quel est votre regard là-dessus? Alors, là actuellement, notre employeur nous a lancé 2 prescriptions. Il y en a une qui est celle de la continuité pédagogique, qui en réalité est une véritable réorganisation de notre travail, puisque le métier d'enseignant, c'est un métier de face à face, et là, on doit télétravailler, ce qui pose effectivement d'immenses problèmes, en l'occurrence des problèmes de moyens de travail, puisqu'effectivement, d'abord, on les a pas, ces moyens. Là, actuellement, les enseignants travaillent avec leurs propres ordinateurs, leurs propres connexions Internet, donc leur employeur ne leur fournit pas les moyens du travail. Et d'autre part, effectivement, il suffit pas d'avoir un ordinateur et une connexion Internet, il faut aussi des applications, il faut aussi, on va dire, des canaux de communication avec nos élèves. Alors, ce qui existe en tout cas au niveau du secondaire, c'est ce qu'on appelle les environnements numériques de travail, les ENT, que les parents connaissent bien. Alors, il s'avère que dès les premiers jours de la fermeture des établissements scolaires, les ENT ont dysfonctionné. Ils sont pas faits pour, on va dire, des connexions massives. Donc, ça a bloqué. Donc, à partir de là, pour assurer la continuité pédagogique, les enseignants sont dans un vaste bricolage. Individuel ou collectif, ils utilisent des outils qui ne sont pas du tout ceux de l'éducation nationale parce que cela ne fonctionne pas. Ils utilisent WhatsApp, ils utilisent tout simplement leur messagerie pour transmettre des informations et du travail à leurs élèves. Mais tout ça est très compliqué parce que effectivement, on remplace pas le face-à-face comme ça avec les élèves. Sous la forme improvisé, on va dire, du télétravail. Et donc, ça marche pas très très bien, je pense, malgré tous les efforts des enseignants. Et puis l'autre prescription, c'est qu'il faut continuer d'accueillir effectivement
en l'occurrence les enfants des personnels qui travaillent à l'hôpital, de manière à pouvoir justement les libérer et qu'ils puissent, puisque eux ils sont effectivement au front du combat contre le coronavirus. Et là, ça pose de très gros problèmes parce que là, actuellement, le ministère a lancé, on va dire, cette prescription en l'articulant à un volontariat. Sauf que, effectivement, donc, il y a énormément d'enseignants qui se sont portés volontaires, mais ils se retrouvent effectivement dans des classes avec des élèves qui sont potentiellement pathogènes et ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de gants, etc., etc. Un peu comme dans tous les autres secteurs où il y a encore effectivement du travail et où on télétravaille pas. Donc là, nous, on est très inquiets par rapport justement au risque sanitaire qui va peser en fait sur ses collègues, dans la mesure où ce risque est quand même très très réel. Je rappelle que c'est des enfants d'hospitaliers, donc ils sont potentiellement encore plus pathogènes que les autres enfants. Et on sait très bien que effectivement, il y a eu par exemple des décès dans la police. Pourquoi il n'y en aurait pas effectivement dans l'éducation nationale? Et on voit effectivement que là, il y avait une impréparation totale par rapport effectivement à ce cas de figure. Hein. Et est-ce que du matériel a été mis à la disposition des enseignants, mais je pense aussi aux enfants, puisque tout le monde n'a pas nécessairement un PC chez lui qu'il peut utiliser pour les cours? Est-ce qu'il y a eu des dispositions qui ont été prises à ce niveau-là? Alors c'est très variable, c'est très très variable. Je sais, là j'ai eu quelques contacts téléphoniques cet après-midi. Je sais qu'il y a des municipalités qui ont mis à disposition des ordinateurs aux familles, auprès des familles qui en étaient dépourvues. Donc il y a des endroits où ça s'est fait, d'autres endroits où ça s'est pas fait du tout. J'ai eu un contact avec une collègue cet après-midi là qui s'occupe d'élèves allophones, ce qu'on appelle les classes du PE2A. Alors c'est des publics voilà, dans une grande précarité sociale. Ils n'ont pas d'ordinateur, mais alors ils ont des téléphones. Elle a mis en place un dispositif par WhatsApp. Donc elle leur donne rendez-vous tous les jours à 14h. Et pour l'instant, il n'y a aucun élève qui a pas répondu au rendez-vous. Donc elle arrive à maintenir un lien pédagogique par ce biais-là. Mais c'est vraiment elle qui a bricolé parce que il s'est avéré qu'elle a eu un problème avec son téléphone portable. Elle a demandé à l'inspection d'académie de lui en fournir un et elle n'a toujours pas de réponse à l'heure actuelle. Donc, il a fallu qu'elle se débrouille par ses propres moyens. Alors que, justement, depuis 15 jours, elle maintient un lien pédagogique avec ses élèves de 14h à 16h30 tous les jours et ça marche du tonnerre. Mais bon, voilà, en fait, en réalité, voilà, les enseignants se débrouillent. Alors, je vous dis, il y a certaines municipalités qui ont effectivement joué le jeu et mis à disposition des ordinateurs. Ça, il faut le saluer. Après, au niveau des lycées et des collèges, là, c'est on va dire la grande inconnue. Hein. C'est très compliqué de savoir si en réalité, le lien pédagogique est maintenu. On fait des envois. Moi, pour ma part, j'enseigne la philosophie, donc j'envoie des petites choses à mes élèves, mais je ne sais pas si véritablement ils peuvent travailler dessus parce que j'ai aucun moyen véritablement de le savoir. Donc voilà, à un moment donné, c'est vrai que ce sont des métiers de face à face. Quand on perd ce face à face, il faudrait avoir des outils, des dispositifs extrêmement bien, on va dire, en place, quoi. Et c'est évidemment pas le cas. Cette crise, elle révèle de toute façon un dénuement matériel qui date pas d'aujourd'hui de toute manière. Hein. Merci. Voilà, alors, ouais, merci beaucoup pour vos éclairages. On va passer aux questions pour Jean-Luc Antonucci. Donc là, on a eu un peu un regard sur les établissements scolaires. Les facs fonctionnent différemment. Donc de ce que j'en ai compris, elles sont autonomes. Je pense notamment à la loi de 2007 où en fait tout se gère fac par fac. Du coup, qu'en est-il de cette crise sanitaire? Comment est-ce que c'est géré par les universités? Est-ce que vous pourriez peut-être rappeler ce que la loi de 2007 a changé pour les facultés, Jean-Luc? Et voilà, est-ce que vous aviez la sensation, vous, d'être préparé à cette crise sanitaire? Est-ce que vous aviez les dispositifs existants pour maintenir le lien avec les élèves ou pas? Enfin, qu'est-ce que vous en avez pensé aussi de cet impératif de continuité pédagogique? Voilà. Alors, on peut commencer par la loi de 2007, qui est la loi LRU de Valérie Pécresse et Nicolas Sarkozy. Donc, nous avions à l'origine une université française avec plusieurs établissements. La loi d'orientation d'Edgar Faure de 68 avait donné
l'autonomie pédagogique aux établissements, mais on restait quand même dans une organisation de notre service public d'enseignement supérieur de recherche unique. La loi de 2007, elle a donné, entre guillemets, l'autonomie aux établissements. C'était la loi dite des libertés et responsabilités des universités, LRU, et elle a fait exploser ce service public. Elle a créé pour chaque établissement un établissement autonome auquel, quelques temps plus tard, avec l'accession aux responsabilités et compétences élargies, chaque établissement gérait directement un budget global intégrant à la fois le budget de fonctionnement et la masse salariale. Donc l'État a transféré sur tous les établissements, chacun des établissements, la masse salariale du revenant. Et charge à chaque établissement de gérer son budget, de trouver les moyens. Et au fil des années, pour revenir sur l'analogie avec le service public de santé, par exemple, et le système hospitalier, eh bien, chaque établissement a dû faire en sorte de gérer son budget de manière à pouvoir fonctionner. Avec une masse salariale qui représente pour chaque établissement, de manière un peu générale, de l'ordre de 85 et un tout plus du budget global. Donc c'est dire toute l'importance de la masse salariale, et c'est quasiment le seul poste sur lequel les établissements peuvent agir pour contenir leur budget. Alors au début de l'accession à l'autonomie et aux responsabilités et compétences élargies, on a eu plusieurs établissements qui ont été en difficulté financière majeure, avec des établissements qui ont été mis sous tutelle. Les choses se sont peut-être un tout petit peu arrangées, ou en tout cas les présidents d'université ont appris à gérer et à contenir leur masse salariale, mais les choses se sont compliquées au fur et à mesure des années, et aujourd'hui nous avons des établissements qui sont en recherche de financement en permanence et qui sont en difficulté, et qui recherchent les moyens pour fonctionner avec les personnels nécessaires. Nous avons eu dans nos établissements une vague de gel de postes à tous les niveaux, pour les enseignants-chercheurs, pour les personnels administratifs et techniques, et ces gels de postes correspondent finalement à des suppressions de postes au fil des années. Et aujourd'hui, nous sommes en fonctionnement, non pas dégradé comme c'est le cas dans la période actuelle, mais en tout cas avec des sous-effectifs un peu partout. Donc les mêmes types de dysfonctionnement et d'impact sur la santé physique et mentale des personnels, tel que le décrivait Franck tout à l'heure pour l'éducation nationale. Donc là-dessus, quand la crise survient, la crise actuelle, donc la crise sanitaire liée au développement de la pandémie Covid-19, personne n'est préparé. On n'a jamais préparé quiconque à ce type de difficultés. Nous avons encore dans nos établissements des CHSCT, par rapport aux CHSCT dans le privé qui ont été supprimés. Ils vont perdurer jusqu'en 2022, théoriquement, donc jusqu'aux prochaines élections professionnelles. Et ces CHSCT dans nos établissements fonctionnent très difficilement, parce que il y a un effet pervers de la loi LRU de 2007 de Valérie Pécresse et Nicolas Sarkozy, c'est que chaque établissement, chaque président d'université ou chef d'établissement, dans la mesure où il est dit autonome, pour eux ça veut dire libre de faire ce qu'ils veulent, et donc pour certains ils se considèrent hors cadre légal. Donc ils gèrent leurs établissements un peu comme ils l'entendent. Et notamment, ils ont une attitude avec les instances que nous qualifions de démocratiques dans nos établissements, en tout cas les instances représentatives des personnels, qui sont assez désinvoltes et qui tiennent assez peu compte du point de vue de l'expression des personnels et de leurs représentants. Et c'est le cas
pour le CHSCT, où ils ont tendance à considérer, malheureusement, que le CHSCT est une instance du dialogue social, comme peut l'être un comité technique, comme peut l'être un conseil d'administration, par exemple, pour lequel il suffit qu'ils consultent l'instance et qu'ils recueillent un avis dont ils vont faire en fait ce qu'ils veulent par la suite et décider ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Or, le CHSCT, ce n'est pas ça. Le CHSCT, c'est l'instance qui est mise à disposition des personnels d'un établissement pour qu'ils puissent à la fois contribuer à la prévention des risques et la prévention de la sécurité et de la santé physique et mentale des personnels. Contribuer, ça veut dire que le chef d'établissement, il ne peut pas faire seul. Ça ne veut pas dire que le CHSCT fait à la place du chef d'établissement, mais ça veut dire que le chef d'établissement, il doit tenir compte et il doit solliciter l'avis du CHSCT quand il veut décider de choses qui relèvent notamment de l'organisation. Et puis le CHSCT, il est là, c'est une des missions qui est définie par notre décret, pour rappeler en permanence au chef d'établissement qu'il a des obligations non dérogatoires supérieures à la hiérarchie en matière de protection de la santé et de la sécurité des personnels, et que pour ces obligations, il a une obligation de moyens et de résultats. On ne s'arrange pas avec le risque professionnel, on a pour mission, et le chef d'établissement a pour obligation de l'éliminer. Et les organisations syndicales n'ont pas, au sein du CHSCT, de vocation à négocier la sécurité et la santé physique et mentale des personnels. Ils sont là, les représentants du personnel, pour rappeler en permanence qu'il a ses obligations qui pèsent sur ses épaules et que tout manquement engage irrémédiablement sa responsabilité civile et pénale. Alors dans ce cadre-là, alors que le travail dans nos instances et les CHSCT en particulier est largement dégradé depuis de très nombreuses années, eh bien, quand survient cette crise sanitaire aiguë, eh bien, c'est très compliqué parce que avec l'obligation du travail à distance, puisque les réunions en présentiel ne sont plus possibles, eh bien, le travail en CHSCT devient extrêmement délicat et difficile. Et donc, nous sommes en train en ce moment, dans chacun des établissements, à travers notre réseau de mandatés CHSCT, mais aussi de notre union nationale CGT FERCSUP, qui est l'union nationale des syndicats CGT des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Nous essayons de trouver des chemins pour faire entendre raison à nos chefs d'établissement. Puisque la situation est paradoxale aujourd'hui, nous avons des établissements qui sont fermés, pour la plupart. Fermés, ça veut dire qu'ils sont à l'arrêt. Mais parallèlement à ceci, nous avons cette injonction paradoxale qui nous commande d'avoir une continuité des activités. Alors pour cela, nous avons ce qui nous appelons dans notre secteur des plans de continuité des activités. Et ces plans de continuité des activités ont pour vocation, si j'ai bien compris comment les choses doivent fonctionner, parce que les choses sont quand même assez floues pour le moment, je pense que ça va durer encore un petit peu de temps. Ces plans de continuité des activités ont pour vocation de dire ce qui doit fonctionner et quand ça fonctionne, dans quelles conditions. Or, les CHSCT, ils doivent être consultés pour toute modification de l'organisation du travail. Et dans la crise actuelle où les établissements sont fermés, donc arrêtés, eh bien, la mise en place d'un plan de continuité des activités est une modification majeure de l'organisation du travail. Or, dans aucun établissement, à ma connaissance, un chef d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche n'a présenté au CHSCT un plan de continuité des activités pour le soumettre à l'avis du CHSCT. Il ne suffit pas simplement d'informer le CHSCT. Il faut que le CHSCT il ait des informations qui vont lui permettre de répondre à ses missions, qui est de contribuer à la prévention de la sécurité et de la santé des personnels.
Et alors, si je puis me permettre, donc moi du coup, j'ai dialogué avec une enseignante-chercheuse à ce sujet, et en fait, elle m'avait dit qu'il y avait aussi un enjeu régional, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des régions où en fait, effectivement, la question de la continuité pédagogique se pose, comment est-ce qu'on la met en œuvre, etc. Puis il y a des régions où en fait, l'urgence sanitaire est là, et la question de la continuité pédagogique se pose très difficilement, parce que oui, se pose surtout la question de est-ce que c'est possible dans un contexte où on est en train de compter nos morts? Donc du coup, c'est une question que je vous adresse à tous les deux. Enfin, est-ce que vous, Franck, autant que Jean-Luc, vous pensez que cette continuité pédagogique, elle est possible? Est-ce qu'elle est souhaitable? Est-ce que euh, voilà, enfin, comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Je commence, Franck. Vas-y. Alors, nous contestons le principe de la continuité pédagogique parce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui comme si rien ne se passait. Or, fermer les établissements et basculer brutalement comme ça dans le travail à distance, dans le télétravail que personne ne maîtrise, nous paraît totalement illusoire. Que la crise sanitaire soit prégnante ou pas, depuis que nous sommes tous et toutes placés en confinement, nous avons complètement basculé dans un autre monde. On ne peut pas parler de continuité pédagogique à partir du moment où nous ne sommes plus en présentiel. Tout à fait, c'est tout à l'heure, il y a la nécessité du présentiel et puis il y a la nécessité du groupe. Une classe est un groupe, un amphi c'est un groupe, un atelier c'est un groupe. Donc si nous n'avons plus tout ça, nous ne travaillons du tout dans les mêmes conditions. Donc cette question de la continuité pédagogique elle se pose dès l'instant que nos établissements ferment. Et nous préférons parler de lien pédagogique plutôt que de continuité pédagogique. Parce que le lien, il faut qu'on le conserve avec nos étudiants et nos étudiantes. Et puis, le lien social, il faut qu'on le conserve aussi avec nos collègues. Nous sommes dans une situation très difficile, avec parfois une proximité importante des familles, avec tous les soucis matériels qui se posent dans le cadre du confinement, avec les soucis de santé qui peuvent arriver, et pas simplement que l'impact du Covid. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une maladie chronique qui se dérègle, dans la période actuelle, c'est très compliqué. C'est pas comme d'habitude où on téléphone au médecin, où on va consulter à l'hôpital ou à la clinique. Là, tout devient compliqué, tout devient plus long, tout devient complexe. Et donc, nous ne sommes pas dans des conditions normales de travail, donc on ne peut pas nous demander de faire comme si de rien n'était et travailler, notamment dans la perspective de l'organisation d'examens suivant un calendrier normal, avec des épreuves correctes. On ne peut pas faire cours de la même façon. On ne peut pas travailler avec les collègues de la même façon. Donc tout ceci doit être remis à plat. Et nous sommes élevés dès le début face à l'urgence, non pas de faire face à l'épidémie, mais à l'urgence qu'on a mise devant nous comme une injonction qui a été de dire « Attention, il faut qu'on continue à travailler, à faire comme si de rien n'était ». Ça, ce n'est pas possible aujourd'hui. Il faut qu'on s'arrête. Il faut on va pas se mettre autour d'une table, mais on va organiser des réunions, des vidéoconférences, des téléconférences, peu importe, mais où on va discuter de quelles sont les conséquences de la situation actuelle, du confinement actuel, de l'impossibilité de travailler comme on travaillait jusqu'à présent. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on travaille dans la continuité, ce n'est pas vrai. Il y a, comme le disait Franck tout à l'heure, une vraie rupture, une rupture pédagogique. Il faut qu'on réinvente des choses, surtout si on considère aujourd'hui que ça ne va pas durer 15 jours, que ça va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc tout ceci a des conséquences graves. Il faut qu'on le prenne à bras le corps et qu'on ne se voile pas la face ou qu'on se cache les yeux derrière ses mains en disant jusque-là tout va bien et poursuivre sur la voie que nous avons empruntée. Prenons le temps de penser, prenons le temps de construire et de reconstruire quelque chose parce que même si on reprend, il est probable que ce ne soit pas dans les conditions telles que nous les connaissions auparavant.
Merci. Alors, Franck, la même question. Juste un petit point. Après, j'aimerais bien que vous répondiez à une question sur les personnels administratifs et du coup le personnel qui s'occupe de l'entretien des établissements. Voilà. Franck, du coup, votre avis sur la question de la continuité pédagogique, s'il vous plaît. Voilà, ça va être très conforme à ce que vient de dire Jean-Luc, hein. Je pense que cette expression de continuité pédagogique est une escroquerie. Effectivement, le mieux qu'on puisse faire en tant qu'enseignant à l'heure actuelle, c'est effectivement maintenir une sorte de lien quand même, effectivement, avec ses élèves. Mais en aucun cas, aujourd'hui, on est prêt à substituer à l'acte d'enseigner en face à face, si vous voulez, cette forme de télétravail qui est absolument improvisée et qui est précipitée. Et comme toute organisation de travail qui est posée comme ça de manière précipitée, effectivement, moi je m'interroge beaucoup sur les effets que ça peut avoir sur les collègues. Jean-Luc le rappelait tout à l'heure. La loi prescrit à l'employeur, lorsqu'il modifie de manière un peu substantielle une organisation de travail, de prendre le temps de le faire, notamment en consultant les CHSCT. Ce qui est frappant, vous voyez, c'est que ça fait 15 jours que les établissements scolaires sont fermés dans l'éducation nationale. Il a fallu que je tanne l'inspection d'académie depuis environ une semaine et demie pour avoir un CHSCT qui va avoir lieu demain. Donc en fait, le CHSCT, il va se tenir, alors sûrement dans des conditions relativement merdiques, hein, comme l'a dit Jean-Luc tout à l'heure, parce que quand on n'est pas en présentiel, c'est très compliqué. Je pense que je vais bien ranger mon frein demain, mais ce CHSCT aurait dû avoir lieu tout de suite. Immédiatement, que effectivement les personnels soient associés à cette organisation de travail toute neuve là. Et puis en fait, comme ils n'ont pas été associés à ça, toute la réalité de leur travail, ils auraient pu en faire part à travers effectivement l'action de leurs représentants syndicaux dans ce CHSCT. Ça n'a pas eu lieu, et donc ce à quoi on a assisté, en fait, c'est pas en réalité à une organisation du travail, c'est à une désorganisation totale. Moi, toutes les infos que j'ai par rapport à ce qui se passe dans les inspections d'académie, mais c'est de la folie, c'est de la folie. On ne sait pas où sont les infirmières scolaires, les médecins scolaires, le médecin de prévention, où est-ce qu'il est, quel rôle il a joué. Enfin, ça n'a pas été organisé, ça n'a pas été pensé. On n'a pas pris le temps, et il a fallu se précipiter pour créer cette espèce d'illusion que oui, on allait maintenir une continuité pédagogique et que tout allait très bien se passer. Et puis alors là, on a eu un ministre qui a fait énormément de communication là-dessus, en nous disant la veille de la fermeture des établissements scolaires que tout était prêt, que les ENT allaient bien marcher, mais ça fait marrer tous les enseignants. Ça fait marrer tous les enseignants et ça fait marrer toutes les familles, parce que dès qu'on s'est connecté à ces ENT, ça n'a pas marché. Les bandes passantes sont insuffisantes, donc il y a eu des saturations, et puis très vite, tout le monde est parti dans du bricolage individuel. Donc effectivement, cette précipitation, elle avait une fonction, on va dire, de communication, mais en fait, en réalité, tout le monde s'aperçoit effectivement de la supercherie tout de suite. Et c'est vrai qu'il faudrait ralentir un peu les choses, et puis respecter un peu aussi le droit, tout simplement, et associer les CHSCT à l'élaboration d'une organisation de travail qui puisse tenir la route dans les semaines qui viennent, parce que c'est loin d'être fini. Et puis aussi qui soit capable de prendre le temps d'anticiper sur ce qui va se passer après, parce que là aussi, je me demande bien comment les examens vont pouvoir se tenir au mois de juin. Normalement, il y a un baccalauréat, mais je ne sais pas trop comment ça va se passer. Donc ça aussi, j'ai très peur que ça soit quand même très improvisé et fait de manière du coup très autoritaire. Parce que ça aussi, c'est une des grandes caractéristiques de la précipitation. Quand le pouvoir se précipite, il devient très, très autoritaire. Et voilà. Et avec le souci récurrent aussi de l'effet que ça va avoir sur les collègues, parce que cette espèce de télétravail là, ça entraîne des grosses difficultés pour avoir une vie de famille. J'ai des collègues qui ont aussi des enfants, donc ils télétravaillent, mais en même temps ils ont leurs enfants à la maison. Beaucoup. Et alors à ce sujet, je peux peut-être juste faire une petite remarque, puisque j'ai eu l'enseignante chercheuse que j'ai évoquée au téléphone à ce sujet. Elle me disait qu'il y avait que pour les enseignants-enseignantes qui avaient des enfants, c'était quasiment impossible en fait de
d'assurer le télétravail, justement parce que en fait il faut un PC pour assurer la continuité pédagogique, mais il faut aussi le PC pour enfin voilà, la question de comment est-ce qu'on fait pour assurer le télétravail alors qu'il n'y a qu'un seul PC, quoi. Ah ben, c'est intordable. Et ben, ce que font les collègues, alors moi j'ai des collègues qui élèvent seuls leurs enfants, et ben ce qu'elles font une fois qu'elles ont fini leur journée de maman, on va dire, et ben elles se mettent à envoyer des choses à leurs élèves. Donc elles ont des doubles ou des triples journées même, je sais pas comment dire. Donc ça donne lieu à effectivement des envois à 22h, 23h. Donc on imagine que c'est pas franchement de tout repos pour ces collègues-là, mais pour très peu d'entre eux, je pense, ça sera de tout repos. Voilà. Toutes ces questions auxquelles on n'a pas pris le temps de réfléchir. Et alors, s'agissant du personnel administratif, comment est-ce que ça se passe pour eux, que ce soit alors dans les facs ou dans les écoles, lycées, je pense aux secrétaires, aux gestionnaires de la scolarité, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'ils ont des indications? Enfin, Alors là, pour les personnels administratifs, j'ai pas du tout de retour là-dessus. Je vais vous dire, je sais pas du tout quelles sont les prescriptions qu'ils ont eues, quel est leur travail, je ne sais pas. Pour les personnels, vous parliez tout à l'heure des personnels de ménage, par exemple, qui doivent préparer les salles de classe. Alors là, c'est des personnels, ça dépend. Alors, soit ils dépendent des municipalités, soit ils dépendent des régions. Alors là aussi, c'est pas une catégorie de personnel qui entre dans mon champ, on va dire syndical. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je m'interroge là aussi sur les conditions, leurs conditions de travail, parce que c'est vrai que les classes qui restent ouvertes avec l'accueil des enfants de personnel hospitalier, il faut les préparer. Et bon, là, évidemment, j'ai les mêmes préoccupations que pour les collègues qui sont encore sur leur site de travail, quoi. Pas de masque, pas de gants, etc., quoi. Ça, c'est le problème incroyable ce problème. Et Jean-Luc Antonucci, est-ce que vous avez des échos sur la situation des personnels administratifs et des agents d'entretien? Alors, pour les personnels administratifs, c'est exactement le même type de difficulté que les enseignants-chercheurs et enseignantes et enseignantes-chercheuses. La difficulté de travailler dans les conditions du confinement telles que nous le connaissons aujourd'hui sont identiques pour tout le monde. Je souscris totalement à ce que disait Franck tout à l'heure sur les conditions de travail à la maison avec les gamins, à moins d'avoir un ordinateur par personne, s'il faut occuper les enfants avec l'ordinateur à un moment donné, on ne peut pas travailler soi-même avec la machine. Ensuite, je voudrais attirer l'attention sur le fait que normalement, dans notre pays, le télétravail est réglementé. Et il se fait dans un cadre très strict. Et là, tout d'un coup, c'est toute la population universitaire qui a basculé dans le télétravail. Sans précaution, sans préparation, sans rien. Et donc, il est probable qu'à la sortie, nous fassions un bilan assez catastrophique parce que, effectivement, comme le dit Franck, eh bien, on a des collègues qui n'arrêtent pas de travailler, en fait, et qui sont en permanence sur la machine à toute heure du jour et de la nuit, et qui sont devant leur ordinateur pendant le week-end, et qui travaillent sans discontinuer. Alors, pas de manière continue 24 heures sur 24, mais en tout cas, c'est une tension permanente. Et ceci aura nécessairement des conséquences, avec toutes les conséquences qu'on ignore encore aujourd'hui, mais sur lesquelles on nous alerte que peut avoir le confinement en général sur le comportement des personnes et sur l'état moral et mental des personnels. J'imagine que ça doit représenter une pression aussi pour les autres collègues qui voient que certaines personnes travaillent autant. Enfin, ça doit représenter une pression en termes de productivité. Pour ce qui concerne les personnels administratifs, on a plusieurs catégories de personnel. On a les personnels qui n'ont pas la possibilité de télétravailler, on va dire,
et parce qu'ils ont soit charge de famille, les enfants, ou parce qu'ils font partie des personnes à risque, mais qui n'ont pas les moyens de télétravailler, ou que leur activité, simplement, leur fonction dans l'établissement ne leur permet pas de télétravailler. Donc ceux-là, ils sont à la maison et ils ne font rien. Et beaucoup nous font part de leur désarroi de ne plus avoir d'utilité sociale, en fait. Et ça, c'est un grave problème aussi, parce que c'est pour cette raison qu'on doit absolument préserver le lien social entre collègues, et ça prend du temps. Donc ça empiète sur notre temps de travail, de manière à ce que l'isolement n'ait pas d'effet trop dévastateur. Ensuite, on a des personnels qui sont en télétravail. Mais pour télétravailler, un certain nombre de personnels administratifs ont besoin d'outils spéciaux. Dans nos établissements, on travaille avec des logiciels spéciaux, des logiciels propriétaires qui permettent d'assurer la gestion des finances, qui permettent d'assurer la comptabilité, qui permettent d'assurer le paiement des fournisseurs, qui permettent de gérer la scolarité, etc. Et pour que ces personnels puissent travailler, et que la sécurité de l'établissement soit préservée, on a des solutions telles que la création d'un VPN. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. En tout cas, si j'ai compris le principe, c'est créer des tuyaux étanches entre l'ordinateur qu'on a à la maison et l'ordinateur qui se trouve à l'université, de manière à ce que les données ne se perdent pas. Eh bien, ces VPN, ils ont été mis en place. On ne sait comment, on ne sait par qui, on ne sait pourquoi, on ne sait dans quelles conditions. Et dans mon établissement, par exemple, on parle de 120 VPN qui ont été mis en place. Donc c'est énorme. Et donc on a aujourd'hui un peu plus de 100 personnes qui sont en train de travailler depuis leur domicile, sur leur machine personnelle, pour la plupart, sans qu'on sache comment, pourquoi, dans quelles conditions, etc. Sans qu'il y ait de contrôle non plus. Donc voilà les difficultés qu'ont les personnels autant enseignants qu'administratifs et techniques dans nos établissements. Pour ce qui concerne les personnels d'entretien et de nettoyage, la situation est effectivement, comme l'a dit Franck, très difficile, parce que dans de très nombreux établissements, ces services-là ont été externalisés, donc c'est confié à des sociétés de nettoyage externes, sur lesquelles malheureusement nous avons, ça ne relève pas directement de notre champ syndical, mais nous savons un peu comment les choses fonctionnent. On essaie d'être attentif à leur sort, et nous savons que comme dans de nombreux secteurs d'activité aujourd'hui, comme le rappelait Franck tout à l'heure, eh bien, ces personnels sont amenés à travailler sans moyens de protection, et en tout cas pas ceux qui sont requis aujourd'hui pour se protéger de l'épidémie. J'ai oublié d'ailleurs une troisième catégorie de personnel qui sont amenés à travailler dans nos établissements et qui sont contraints d'aller dans les établissements malgré la fermeture. Ce sont les personnels des animaleries, par exemple, les personnels qui assurent la sécurité ou la mise en sécurité des bâtiments. Et là, on nous renvoie en permanence aux gestes barrières en disant prémunissez-vous, mais en fait, on ne leur donne pas non plus les moyens de se protéger. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas d'équipement, et tous ces personnels aujourd'hui sont en danger. Et Franck avait parfaitement raison tout à l'heure de rappeler que quelles que soient les directives ministérielles du président de la République, du recteur, la responsabilité et les obligations, la responsabilité civile et pénale du chef d'établissement, ces obligations existent en permanence, et c'est lui qui est responsable de tout. Et donc, il ne peut pas se réfugier derrière le fait qu'on lui donne des ordres ou qu'on lui intime l'ordre de continuer à fonctionner. C'est lui qui est garant de la sécurité, de la santé physique et mentale des personnels, que ce soit dans l'établissement
comme à leur domicile lorsqu'ils sont en confinement. Donc tout ça est important et nous, syndicats et syndicalistes, devons le rappeler en permanence pour que le personnel ne se laisse pas faire et soit amenés à faire tout et n'importe quoi dans l'établissement s'ils sont obligés d'y travailler, mais aussi à leur domicile s'ils sont contraints de rester en confinement. Et alors j'ai une dernière petite question. Donc s'il y a un accident qui survient pour les personnels d'entretien, pour les agents de sécurité par exemple de ces établissements, ça ne dépend pas des CHSCT. Alors, pour les... Pardon. Là, c'est une partie qui est contestée par la plupart de nos chefs d'établissement, dans la mesure où les personnels ne sont pas dans la mesure où il n'y a pas de rapport de subordination entre eux-mêmes et les personnels, ils considèrent qu'ils n'ont pas de responsabilité. Ils se trompent. Et nous ne cessons de le leur rappeler, ils se trompent parce que la directive de 89, par exemple, sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail, qui a été transcrite dans notre droit national, et notamment dans l'article L4121-2, je crois, de notre Code du travail, il parle bien de tous les personnels qui sont amenés à travailler dans l'établissement, quel que soit leur statut dans leur travail, qu'ils soient titulaires, qu'ils soient non titulaires, qu'ils soient personnels externalisés ou autres. Ils contribuent au fonctionnement de l'établissement, donc ils relèvent de la responsabilité du chef d'établissement. Et nous, en tout cas, c'est ce que nous défendons. Et nous sommes en train de forger des outils que nous allons transmettre au personnel, pour qu'ils puissent justement faire valoir leurs droits dans ce domaine et faire en sorte que si on les a obligés à travailler dans des conditions où ils sont mis au contact du virus sans protection à la fois collective et individuelle, qu'ils puissent faire valoir leurs droits en demandant à ce que ce soit un accident du travail et en engageant la procédure de reconnaissance d'accident du travail. Très bien, merci beaucoup. Franck, vous vouliez dire quelque chose à ce sujet, il me semble ? En fait, ce que dit Jean-Luc est tout à fait exact. Dans les établissements scolaires, collège, école, plutôt collège, lycée, vous avez un chef d'établissement. C'est lui qui porte cette responsabilité civile et pénale à l'égard, effectivement, de la santé des travailleurs qui sont sous son autorité fonctionnelle. Ceci étant, dans un lycée, vous avez effectivement deux catégories d'agents. Vous avez des agents qui relèvent d'une autorité hiérarchique qui est celle du conseil régional et ceux qui relèvent de l'éducation nationale. Ce qui fait qu'il va y avoir deux CHSCT compétents en fait sur une structure comme un lycée. Mais il n'empêche que le chef d'établissement, par rapport à tout ce qui se passe en matière de santé au travail, est pleinement responsable de ce qui va se passer effectivement dans son établissement. C'est la même chose pour un collège et c'est la même chose pour une école où là effectivement il n'y a pas de chef d'établissement à proprement parler, mais vous avez une inspectrice d'académie, ce qu'on appelle une directrice académique des services de l'éducation nationale, une DAZEN, qui elle est aussi responsable de la santé et de la sécurité des personnels dans les écoles. Et là, vous allez aussi avoir des personnels qui vont dépendre des municipalités. Et donc en fait, il y a à chaque fois sur chaque structure éducation nationale, que ça soit une école, un collège ou un lycée, vous avez en fait deux CHSCT qui sont à chaque fois compétents. Mais il n'empêche que l'obligation de santé et de sécurité au travail, elle incombe quand même au chef d'établissement. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais c'est un truc un peu compliqué. Alors, c'est tout à fait prévu par les textes, hein, on pourrait tout à fait imaginer qu'il y ait des CHSCT communs entre, par exemple, la région et puis l'éducation nationale, entre le département, l'éducation nationale, une municipalité. On pourrait tout à fait l'imaginer. Bon, ça ne se fait pas parce que, de toute façon, c'est déjà très compliqué de faire fonctionner les CHSCT, les CHSCT de nos secteurs. Alors, on peut imaginer mais bien que la loi le permette, hein, mais de parvenir à partager des problématiques communes, ça serait très bien, mais c'est très compliqué de parvenir à ce résultat, quoi.
Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, juste un petit point. Donc, vous avez évoqué le CHSCT qui va se tenir demain. Est-ce que, du coup, vous pourrez nous donner des nouvelles de ça lorsqu'il se sera tenu? Comme ça, nous, on pourra en parler sur le stream. Je pense que vous aurez beaucoup de choses à nous dire. Que ce sera l'occasion aussi de nous dire, de nous faire votre retour sur ce CHSCT. D'accord. Ouais, puis je pense que ça pourra potentiellement être... Voilà, je pense que vous aurez beaucoup de choses à nous dire. Benoît, la question rituelle? Oui, effectivement, donc là, on va se quitter. Merci beaucoup pour toutes les informations que vous nous avez données. La question qu'on pose, c'est qu'habituellement, on commence à l'heure. On est vraiment désolé d'avoir commencé en retard. Et on termine à 20h. Et 20h, c'est l'heure des applaudissements pour les soignants. Et il se trouve que beaucoup de nos invités avaient des idées à partager là-dessus, sur comment ils vivaient ces applaudissements, qu'est-ce qu'ils en pensaient et qu'est-ce qu'ils auraient aimé dire peut-être à la place ou en plus de ces applaudissements. Vous, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous aimeriez dire lors de ces applaudissements ou faire? Ouais, non, je sais pas, je suis très partagé. Les applaudissements, je sais pas comment les personnels hospitaliers les perçoivent. Oui, alors symboliquement, c'est sûrement quelque chose de gratifiant et d'important. Ils sont au travail. C'est vrai qu'on est dans une période où il y a un petit peu deux mondes qui se côtoient. Il y a le monde des travailleurs et puis ceux qui travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, bien sûr, les personnels hospitaliers. Et puis, il y a les autres qui sont un peu au ralenti. Il y a une espèce de dualité du monde, là, en ce moment, qui est très étrange. Alors, on applaudit les hospitaliers qui risquent leur peau. Bon, alors voilà, moi, ce que j'ai peur dans cette symbolique, c'est qu'elle nous fasse oublier quand même le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, les hospitaliers, ça fait plus d'1 an qu'ils le mettent sur la place publique et ça fait plus d'1 an que, effectivement, on leur explique que non, il n'y a pas de problématique de moyens à l'hôpital. Ça me fait penser un peu à je sais plus comment s'appelle le directeur des hôpitaux de Paris. J'ai perdu son nom. Oui, voilà, c'est lui. Alors, je l'ai entendu en début de semaine pousser un cri d'alarme au niveau des moyens de l'hôpital. Et je me suis souvenu que ça fait 1 an que lui-même n'entend pas les cris d'alarme de ses collègues qui sont sur le terrain. Voilà, donc voilà, sur les applaudissements, bon. Je sais pas, faudrait que j'ai un retour de mes de mes collègues de la fonction publique hospitalière, comment ils perçoivent ces applaudissements. Mais je pense que ça peut peut-être leur faire chaud au cœur, oui. Donc à partir de là, je veux bien applaudir, mais il faut pas oublier la réalité politique qu'il y a derrière quand même. Voilà. Jean-Luc? Alors, moi j'ai un peu la même sensation que Franck face à ces applaudissements. Ma compagne est un personnel de santé à la retraite aujourd'hui. Elle a été infirmière pendant toute sa carrière professionnelle. Elle a terminé les dernières années dans un domaine qui lui fait approcher assez bien la crise actuelle, puisqu'elle a travaillé sur le dépistage de la tuberculose. Et nous sommes à la fois convaincus que cela fait chaud au cœur des personnels de santé d'entendre ces applaudissements, mais malgré tout, personne ne les a entendus pendant 1 an. Ils ont été matraqués, ils ont été gazés. On s'est moqué d'eux pendant toute cette période-là, je parle du gouvernement. Donc, ils ont beau jeu aujourd'hui, nos gouvernants, de nous appeler à applaudir tous les soirs. Et moi, je crains une chose. Nous nous battons partout dans nos établissements. En tout cas, c'est la vocation de notre observatoire et de notre groupe de travail. Il est hors de question que l'on meure au travail. Les travailleurs et les travailleuses, au fil des années, depuis
c'est ce qui a donné naissance d'ailleurs au syndicalisme au 19e siècle. Ils se sont battus pour ne pas mourir au travail. Il n'est pas question aujourd'hui que nous recommencions cette histoire-là. Et ce que je crains, c'est que en applaudissant tous les soirs, en fait, on applaudisse des professionnels de santé dont nous savons, compte tenu du manque de moyens dont ils sont victimes aujourd'hui, que beaucoup mettent leur vie en danger aujourd'hui. Et ça, c'est inacceptable. Donc, pour cette raison-là, moi, j'ai beaucoup de mal à applaudir le soir parce que je ne veux pas applaudir avec le gouvernement et ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, qui font aller les personnels de santé, mais comme tous les travailleurs, les travailleuses qui sont obligés de bosser aujourd'hui. On a les centres du type Amazon, je ne sais pas si on a le droit de faire la publicité ou pas, ou de la contre-publicité ou ailleurs, ici, mais tous les travailleurs et travailleuses dans le transport en commun aujourd'hui qui sont obligés d'aller travailler, les éboueurs, les personnels d'entretien, etc., qui bossent partout, ils vont bosser sans équipement. Et tous ces personnels-là, tous ces travailleurs et travailleuses sont des héros. Et ce sont des héros parce qu'ils vont travailler, non pas parce qu'ils vont mourir au travail. Et il ne faut pas qu'on ait de glissement de cette manière-là qui fasse que symboliquement, tous les soirs à 20h, on applaudisse un peu comme dans les arènes, les gladiateurs qui vont mourir demain. C'est ça. Merci beaucoup pour cette conclusion. Oui, merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Merci à vous. Ça fait parfaitement lien avec l'émission de demain, puisqu'on discutera avec des personnes de chez Uber de comment ça se passe, comment ça s'organise le travail. Voilà. Et on fera un petit retour sur le CHSCT, du coup, comme mentionné précédemment. Super, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci à tous de nous avoir suivis.